va parler un peu sur comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, une présentation d'Osmose par moi, présentation de l'appel à projet par Marie-Amélie Boucher, puis on va laisser Gilles Kirby parler des besoins de recherche en vue de notre appel à projet. Donc, un peu de contractuel, surtout les besoins de recherche du ministère en général, parce que c'est quand même un appel à projet général dans une thématique assez large, et donner des exemples de besoins qui pourraient être répondus par vos propositions de projet. Puis, étant donné qu'on a quand même une cinquantaine de personnes qui sont ici maintenant, on va, j'espère, avoir une bonne discussion, clarification des choses qui peut-être vont nous aussi être nouveaux à répondre, parce que c'est la première fois qu'on le fait. On va apprendre aussi en cours de route comment mieux le faire des appels à projets. Puis, c'est comme ça qu'on va finir dans une heure et demie max. Bon, le consortium de recherche des dialogues qui a été instauré par le ministère de l'Environnement et de lutte contre le changement climatique. Ça se cadre dans la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 et en particulier son plan d'action 2018-2023. Et si vous regardez en bas, il y a plein d'objectifs, plein d'actions, bien sûr. Si tu peux cliquer, Audrey. Oui. L'objectif 3, là. Puis tu peux cliquer encore une fois, ça va agrandir un peu. Dans l'action 6.3.1, le gouvernement avait décidé en 2018 de mettre en place un consortium de recherche des dialogues. Dans le temps, c'était encore le ministère du Développement durable et Environnement et lutte contre le changement climatique. C'était un budget de 1,2 million de dollars qui était réparti sur 5 ans, ce qui nous donne un budget de, disons, 200 000 dollars par an pour créer et faire fonctionner le consortium. Et on a heureusement reçu d'autres budgets récemment qui nous permettent de lancer ce premier appel à projet. Oui, prochaine. Pourquoi est-ce que le consortium existe? Et on l'a appelé Osmose, c'est le nom qu'on a donné. Après sélection de plusieurs mots, on a trouvé que c'était une bonne représentation que sont fait des tourbillons, des mélanges, des collaborations. C'est ça qu'Osmose veut faire. Donc, c'est vraiment important d'accroître la concertation et les partenariats entre le gouvernement du Québec, le milieu de la recherche et les principaux acteurs de l'eau qui se trouvent au Québec. Et tout ça en vue de développer les enjeux et les besoins liés à la gouvernance et la gestion de l'eau douce. Ça, c'est l'objectif d'Osmose. Oui. Next. Parce qu'il y avait vraiment un besoin pour le gouvernement du Québec d'accroître son implication et son soutien dans le développement de travaux de recherche. On trouvait que c'était pas assez, qu'on pouvait plus profiter de toute l'expérience qui était là. Et tout ça, toujours dans le cadre de gouvernance et gestion de l'eau. Prochain. Osmose veut être un réseau structurant inclusif et représentatif des principaux acteurs de l'eau. On va essayer de faire tout ça dans nos comités, etc. Et un peu plus d'attention encore pour les raisons d'être. Quand vous regardez le dernier rapport du vérificateur général du Québec, il y avait vraiment un constat important qui regardait le niveau de développement de l'expertise, le transfert, la diffusion des connaissances dans la gestion de l'eau. Puis on s'inscrit, avec Osmose qui existe maintenant, on s'inscrit vraiment dans répondre à ce constat-là. Prochain. Je vais laisser la parole à Marie-Amélie Boucher qui va vous expliquer un peu la présentation de l'appel à projet, comment on l'a fait, comment on l'a développé. Puis après, on va aller plus en détail sur les besoins de recherche. Oui, parfait. Vas-y, donc, l'appel à projet, en fait, c'est pour un des types de projets qu'on peut faire avec Osmose. Il n'y a pas seulement ça, mais Osmose va organiser, entre autres, des appels à projet. Donc là, on a lancé le tout premier appel à projet. Un peu comme Peter mentionnait plus tôt, c'est sûr qu'on apprend en même temps. Hein? Donc, il va y avoir potentiellement des choses à améliorer pour les prochains. Donc, chacun des appels à projet va être basé sur une des thématiques d'Osmose. Donc, des thématiques, il y en a plusieurs. Vous les voyez ici. Il y a d'abord des thématiques transversales qui recoupent plusieurs choses, comme par exemple les changements climatiques. Donc, ça recoupe en fait plusieurs autres thématiques. Puis après ça, on a des thématiques principales sur les contaminants, les infrastructures, les écosystèmes et tout ce qui est quantité et disponibilité aussi. Et comme vous le voyez aussi, certaines de ces thématiques-là, en fait, toutes les thématiques sont sous-divisées en sous-thèmes.
Donc là, on a sélectionné, le comité scientifique, en fait, a sélectionné une thématique plus précise là, pour ce premier appel à projet-là. Tu peux changer, Audrey, la diapo. Donc, c'est ça. En fait, ça, c'est un peu ce que j'étais déjà en train d'expliquer, c'est-à-dire que chaque appel portera sur une thématique d'osmose en fonction des besoins du MELCC. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de besoins là, qui tombaient, disons, dans la case là, de la qualité de l'eau puis des écosystèmes. Vous voyez aussi bon, le budget là, qui est disponible pour financer ces appels à projets-là du moins pour les 3 premières années. Les projets peuvent avoir des durées variables, donc ça peut être assez court, de 6 mois jusqu'à 3 ans. Et on prévoit faire 2 appels à projets au cours de notre première année. Vous voyez les différentes dates là, dans le tableau ci-dessous, là, donc pour la réception des projets. Donc là, l'appel à projet qui nous intéresse en ce moment, c'est celui pour lequel on espère recevoir des projets le 30 septembre. Et puis, il y en aura d'autres après. Et puis, la procédure et les dates, tout ça, c'est appelé à être ajusté là, au fil des années d'existence d'Osmose. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, la thématique du premier appel à projet, c'est vraiment sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau en milieu naturel, donc en lien aussi avec les écosystèmes. Et puis, on a voulu volontairement inclure le mot gouvernance dans le titre de l'appel à projet parce que on aimerait bien avoir des projets là, qui font appel à cette notion-là aussi là, de gouvernance. Donc, la qualité de l'eau, oui, mais comment modifier la gouvernance pour avoir une meilleure qualité de l'eau. Les solutions à large échelle aussi, ce serait quelque chose d'intéressant. Il y a un guide de rédaction qui est disponible sur le site d'Osmose qui contient les critères d'admissibilité puis la grille d'évaluation. Donc, on a eu beaucoup de retours par rapport à ça pour justement nous mentionner qu'un critère d'évaluation, c'est l'adéquation entre les besoins du ministère et le projet proposé. Donc, c'est pour ça qu'on fait le webinaire aujourd'hui. Il va y avoir un comité d'évaluation, évidemment, pour lire tous ces projets-là. Le comité va inclure au moins un membre, un représentant en fait du MELCC, au moins 2 membres du comité scientifique et au moins une personne de l'externe. Et puis, il va y avoir aussi un comité de suivi pour tous les projets sélectionnés. Et puis, ce comité-là va être composé d'un membre interne qui viendra du comité scientifique d'Osmose. Puis, ça va être le responsable là, de la thématique qui est reliée à l'appel à projet en question. Il va y avoir aussi 2 membres externes, puis c'est pour ça qu'on vous demande, là, les personnes qui vont soumettre des projets, on demande de proposer des personnes là, pour agir à titre d'externe. Donc, OK. Donc, il va y avoir, bon, je vous ai montré l'enveloppe totale budgétaire un petit peu plus tôt. Il va y avoir un seul projet d'envergure qui va être financé, puis le reste du budget, bien, ça va être séparé en projets un petit peu plus petits. Là, on a vu tantôt qu'il peut y avoir des projets, par exemple, assez courts, là, sur 6 mois, ça peut être 1 an, des choses comme ça. Oui, donc pour le format des demandes, on a choisi d'avoir un format assez court qui est plus ou moins calqué sur le format des demandes Audace. Pas Audace, Alliance, pardon. Donc, c'est ça, avec une modulation en fonction de l'envergure du projet, là. Donc, vous pouvez vous guider sur ce tableau-là pour la rédaction. Bon, la grille d'évaluation que je mentionnais tantôt, donc les principaux critères, ça va être la qualité du projet, évidemment. Donc, vous voyez comme les critères détaillés pour chaque catégorie à côté avec la pondération. On va aussi regarder les retombées et bénéfices potentiels pour le MELCC puis la société, disons. L'équipe, c'est-à-dire la formation de l'équipe, les compétences de l'équipe et tout ça. Et évidemment, le budget qui est comme en adéquation là, avec les livrables et tout ça. Donc là, je vais laisser la parole à Judith du ministère
pour expliquer bon, les dispositions contractuelles, après ça, un peu les généralités là, par rapport au projet qu'on s'attend à recevoir. Puis on va aussi donner des exemples de projets là, qui viennent en fait du ministère, mais il faut vraiment voir que ça, c'est des exemples et on veut quand même laisser une place à la créativité. Là. Donc, vous pouvez quand même soumettre des projets, là, toujours en lien avec la thématique, là, mais que vous pensez qui seraient potentiellement intéressant pour le ministère. Donc, je cède la parole à Judith. Merci, Marie-Amélie. Alors, mais premièrement, je me présente, Judith Kirby. Je travaille au ministère. Je suis coordonnatrice du Bureau des connaissances sur l'eau à la direction de la gestion intégrée de l'eau. Donc, notre direction est responsable de la mise en œuvre de la stratégie québécoise de l'eau. Et donc, on a travaillé depuis à peu près 2 ans à la mise en place avec l'équipe de Peter, Marie-Amélie et la coordinatrice sur Osmose. Puis, notre direction, on fait aussi le pont avec les autres équipes au ministère qui travaillent dans le domaine de l'eau et qui ont des besoins spécifiques en termes de recherche liés à l'eau. Donc, on peut passer à la diapo, prochaine diapo, qui parle des dispositions contractuelles. Donc, une fois si votre projet est retenu pour un financement, vous allez rentrer en contact directement avec l'équipe de recherche, l'équipe du ministère. Donc, on va discuter avec vous pour, dans le fond, signer en entente gré à gré. C'est seulement les organismes publics d'enseignement et de recherche qui ne sont pas assujettis à la loi sur les contrats des organismes publics qui peut signer une entente de gré à gré de cette nature-là. Donc, il faut vraiment vérifier si vous êtes un organisme public qui n'est pas assujetti à la loi sur les contrats. Parce que je sais qu'il y a certains types de centres de recherche qui sont assujettis à cette loi-là. Donc, il faut bien faire des vérifications avant de déposer un projet que vous faites partie de la liste des organismes non assujettis. Au niveau des dépenses admissibles, toutes les dépenses liées directement au projet sont admissibles. Donc, comme si vous avez déjà signé des ententes gré à gré avec le ministère pour les projets de recherche, mais c'est la même approche que d'habitude. Donc, les dépenses liées au salaire, aux bourses, aux frais de déplacement, à l'achat d'équipements, aux frais liés au terrain, etc. Ce sont des dépenses admissibles. Par contre, tout ce qui n'est pas lié au projet, prochain point, n'est pas admissible. Mais rendu à négocier l'entente, s'il y a certains détails au niveau du projet, ça peut être négocié lors des discussions avec l'équipe avant la signature de l'entente. Les frais liés au fonctionnement de l'organisation, donc les frais liés au téléphone, location des bureaux, etc., sont toujours compris dans le pourcentage ajouté par les instituts de recherche au coût total du projet. Donc, je sais qu'on ajoute toujours 27% ou 29% au coût total du projet. Donc, on ne devrait pas voir ce type de frais dans les dépenses liées directement au projet. Donc, c'est assez simple au niveau des frais admissibles. Donc, c'est de toujours suivre les règles habituelles pour les ententes de gré à gré signées avec le ministère. Au niveau des besoins, on peut passer au prochain diapo. Je vais reculer un peu dans le temps. L'année dernière, au ministère, on a fait un exercice de recenser les besoins du ministère en termes de recherche liés à l'eau. Donc, on a plusieurs besoins, surtout en lien avec le cadre légal et réglementaire. Donc, les équipes ont recensé à peu près une 60aine de besoins. Donc, très diversifiés. Et c'est à partir de cette liste-là que le comité scientifique d'Osmose a choisi le thème de cet appel à projet
donc la qualité de l'eau en milieu naturel, parce qu'il y avait quand même un bon nombre de projets, des besoins liés à ce thème-là. Puis des besoins qui ont besoin d'être répondus dans un court laps de temps. Donc, en lien avec les besoins, les besoins du ministère sont, comme j'ai dit, souvent liés au cadre légal et réglementaire. Si on pense dans les dernières années, il y a eu plusieurs changements au niveau légal. On a vu l'adoption d'une loi pour mieux conserver les milieux humides et hydriques. On a vu la nouvelle les modifications portées à la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, il y a plusieurs nouveautés qui font en sorte que les équipes au ministère, on a besoin d'avoir la recherche pour appuyer l'application de certains éléments de ces lois et règlements. Donc, vous allez constater que plusieurs besoins sont vraiment liés au cadre légal. On a aussi besoin des connaissances pour analyser les demandes d'autorisation ministérielle. Donc, que ce soit des demandes pour les prélèvements d'eau ou d'autres types de demandes avec un impact sur le milieu aquatique, les milieux humides, les milieux hydriques. Donc, c'est d'établir les normes ou mettre à jour les normes actuelles. Donc, sont souvent liées à notre analyse des demandes d'autorisation ministérielle. On voit aussi, bien évidemment, des besoins liés aux problèmes émergents, comme les microplastiques dans l'eau. Donc, il y en a plusieurs qui touchent ces problèmes-là. Ensuite, des besoins liés aux impacts des activités anthropiques et surtout les activités agricoles. Comment on peut mesurer ces impacts? Comment on peut établir des seuils pour limiter ces impacts? Des besoins liés à la gestion intégrée des charges cumulatives de contaminants dans les grands cours d'eau. Et ensuite, les changements, les besoins liés au changement temporaire de certains paramètres de qualité de l'eau dans le fleuve et bien évidemment les besoins liés au changement climatique et au changement dans les pratiques anthropiques. Donc, dans les besoins recensés, puis liés à cet appel à projet, mais il y a les types de recherche pour actualiser et approfondir les connaissances sont quand même variables. On parle des besoins véhiculés par les revues de littérature, voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres juridictions, justement pour nous appuyer dans nos choix de cadre légal réglementaire au Québec. Des recherches basées sur l'acquisition des données sur le terrain. Et on a toujours besoin des données, actualiser les données, de synthétiser des résultats de multiples projets similaires, d'analyser des données. On a des données au ministère aussi, donc c'est d'analyser nos données. Donc, que peu importe votre domaine de recherche, je pense que vous allez trouver peut-être des choses intéressantes parce que les besoins sont quand même variés. Maintenant, on va rentrer plus dans les exemples de besoins de recherche. Au ministère, on a ciblé 9 exemples de besoins. Donc, ces besoins sont rédigés dans les fiches et les fiches seront disponibles sur le site web d'Osmose après le webinaire. Mais juste pour vous donner un topo rapidement, je vais faire une seule vol de chacun de ces 9 fiches. Donc, comme Marie-Amélie a dit, c'est vraiment des exemples de besoins. Ça vous donne une idée des types de besoins au ministère, où sont les lacunes, qu'est-ce qu'on veut rechercher en termes de connaissances au cours des prochaines années. Donc, je l'ai regroupé très globalement. Premièrement, au niveau du suivi de l'état de l'environnement, on a besoin de rechercher des causes de tendances temporelles observées dans les nitrates, les matières en suspension et au niveau de la turbidité dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires pour identifier les causes des changements temporels observés.
Un autre besoin exprimé, c'est d'explorer l'utilisation de l'ADN environnemental et plus spécifiquement l'ADN des micro-invertébrés aquatiques comme outil de suivi dans différents contextes comme le suivi des groupes sensibles, la surveillance des espèces menacées et vulnérables, la détection d'espèces exotiques ou potentiellement envahissantes, dans le suivi des groupes qui migrent vers le nord à cause des changements climatiques. On veut aussi établir, pour l'utilisation de l'ADN environnemental, établir des protocoles de terrain et identifier des cibles génétiques spécifiques à certains groupes. Donc, c'est quand même très large comme besoin. Toujours au niveau du suivi de l'État, mais avec plus une tangente agricole, on a ciblé 2 besoins. Premièrement, d'approfondir les connaissances sur les sources de chlore dans les eaux de surface et leur évolution temporelle, sur les effets de sel de déglaçage sur les milieux aquatiques et sur d'autres sources de chlore, dont celles associées au milieu agricole. Et avoir des connaissances au niveau de la présence et devenir des microplastiques dans les écosystèmes aquatiques au milieu agricole et dans les milieux aquatiques qui les bordent dû au recyclage des biosolides municipaux par retour au sol via l'épandage agricole. Donc, un besoin un petit peu plus spécifique. On a identifié plusieurs au niveau des eaux usées. Donc, premièrement, des connaissances pour améliorer la gestion des étangs non aérés à vidange périodique et le suivi du soufre d'hydrogène à l'effluent. Deuxièmement, les connaissances pour établir des exigences de rejet pour les chlores dans les eaux de surface et lors de leur infiltration. Également, avoir aussi des connaissances sur les technologies disponibles et économiquement viables et à leur applicabilité dans le contexte québécois, dans le contexte de température froide. Puis le troisième, au niveau des eaux usées, c'est des connaissances pour éventuellement imposer des normes de rejet en azote total au lieu d'enfouissement technique. Également des connaissances sur les technologies de traitement disponibles et économiquement viables et à leur applicabilité dans le contexte québécois. Donc, les 2 dernières, on voit qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément au niveau des normes, des exigences de rejet, puis le deuxième, c'est vraiment au niveau des technologies. Donc, il y a 2 volets liés à ces 2-là. Ensuite, au niveau de l'acceptabilité environnementale des projets soumis à l'autorisation ministérielle, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment des enjeux auxquels on fait face quotidiennement. On veut savoir plus au niveau de la gestion intégrée et cumulative des rejets de contaminants et plus particulièrement les nutriments azote et phosphore dans les grands cours d'eau, afin de s'assurer le respect de la capacité du sport de ces grands cours d'eau, tout en considérant les rejets futurs qui pourraient s'ajouter. Donc, vous savez, au ministère, on établit les objectifs environnementaux de rejets. Donc, c'est dans cet aspect-là, comment on peut quantifier les rejets d'aujourd'hui avec les besoins futurs, tout dans un contexte des changements climatiques. Puis le deuxième, c'est au niveau de la gestion intégrée des rejets d'effluents saumâtres et ou de températures significativement différentes du milieu récepteur et l'évaluation des impacts significatifs sur l'intégrité physique ou chimique de l'eau des milieux les milieux aquatiques. Donc ici, juste si on peut revenir, merci. Ici, c'est lié à toutes sortes de projets de développement qu'on peut recevoir et qu'on doit analyser, mais très spécifiquement au niveau des projets aquacoles. Il y a des projets de plus en plus grande envergure qui veulent s'établir au Québec. Donc, c'est spécifiquement, puis surtout en plus en milieu au fleuve. Donc, c'est d'être capable d'analyser l'impact de ces gros projets-là sur le milieu aquatique, sur les autres usagers en aval, selon le cas, et aussi dans un contexte de changement climatique puis des besoins qui changent. Donc, ça fait le tour des 9 besoins identifiés. Donc, j'espère que ça vous donne un topo
des types de projets à déposer, les enjeux qu'on veut, pour lesquels on veut chercher des solutions, des lacunes à combler. Donc, là, on va passer à la période de questions. Je ne pourrais pas, par contre, répondre à des questions spécifiques sur ces 9 besoins-là parce que ce sont des besoins identifiés par mes collègues. Puis, à cause des vacances, on ne peut pas avoir tout le monde ici au webinaire, mais on va plutôt diriger vos questions spécifiques par courriel. Donc, je passe les paroles, je ne sais pas si c'est Audrey ou Peter qui va gérer la période des questions et des discussions. Ça va être Marie-Amélie, je pense. OK, bon, Si vous parfait. avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le chat. Comme ça, on peut organiser un peu. Puis, on va répondre à vos questions tant qu'elles viennent. Puis, utilisez votre main comme Hubert et Robert l'ont déjà fait. Oui, je peux peut-être m'occuper des questions qui seront dans le chat et puis Marie-Amélie s'occupera des mains levées. OK, parfait. Ben, on peut peut-être commencer. Je ne sais pas qui a levé sa main en premier. Je vois, c'est ça, 2 personnes. Donc, allons-y peut-être avec Hubert. Merci pour la présentation. Ça l'éclaire un peu l'appel à projet. J'avais une question concernant les FIR. Je n'ai pas bien compris. Si vous dites, par exemple, c'est un projet de 50 000 qui va directement aux frais liés au projet de recherche, est-ce que les FIR, on les considère dans ce 50 000 $-là? Donc, est-ce que c'est en absolu, c'est un projet par exemple de 100 000 $, c'est que 60 ou 80 000 $ pour le projet, puis 20 000 $ pour payer le JPROC de l'université? C'est ça. Moi, je vais répondre si tu ne sais pas. Donc, les frais indirects doivent être inclus dans le 100 000. Okay. Donc, si vous avez, chez nous, par exemple, c'est 27 pour un projet du ministère. Okay. Donc, dans le 100 000, il faut avoir, donc ça va être quelque chose comme 75 000, 78 000 qu'on peut avoir dans vraiment des frais qu'on peut utiliser pour la recherche, plus les 27 que l'université va prendre, doivent être inclus dans le 100 000 que vous proposez. Super, merci. J'ai ici une question de Frédéric Pitre. C'est au sujet de l'effet de levier. Est-ce que les fonds reçus d'Osmose peuvent être utilisés comme cofinancement et le consortium comme partenaire, Mitax Alliance? Bien, je pense que nous, on souhaite un effet de levier. Donc, c'est ça, Peter pourra peut-être compléter. Oui, en fait, on serait très content qu'il y ait un plan pour disons, bonifier le financement. Par contre, une chose qui est importante, c'est qu'il faut quand même que le projet présenté puisse être tout de même réalisable, même s'il n'y avait pas cette bonification-là. Et puis, pour ce qui est de considérer Osmose comme un partenaire officiel dans le cadre d'une demande là, avec partenariat, je crois pas qu'on puisse être considéré comme ça. Parce que oui, parce qu'on est un ministère. L'argent, c'est un contrat avec un ministère, donc c'est le ministère qui peut être considéré comme partenaire, au moins pour l'Alliance. Je ne suis pas certain pour Mitax, mais ça, il faut voir comment ça s'organise. Mais c'est vraiment, vous avez un contrat d'investissement de recherche par le ministère, et comme ça, vous pouvez l'utiliser comme argent qui va permettre de trouver de l'argent additionnel auprès de certains organismes. Parmi les mains levées, il y en a une personne qui a baissé sa main, donc j'imagine que la question avait été déjà répondue. Par contre, il y a Jonathan Germain qui a levé la main. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir fait la présentation. C'était bien instructif. Moi, j'ai juste une question. Dans le fond, je travaille pour un organisme à but non lucratif et justement qui s'intègre à la gouvernance de l'eau, principalement sur l'impact de navigation de plaisance sur les écosystèmes aquatiques. Et là, juste savoir si justement sur on appelle dans le fond les dispositions contractuelles, je vous avoue que je suis peut-être pas initié aux différentes spécificités de ce que ça veut dire. Dans le fond, je veux dire, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'on soit attaché à une université ou à quelque chose de reconnu pour faire une demande, ou est-ce qu'on peut simplement faire, donc c'était principalement des questions à propos de faire partie de la liste des organismes qui ne sont pas assujettis à la loi sur les contrats des organismes publics. Je vous avoue que je suis un peu perdu là-dedans. Ben, je pourrais peut-être juste donner quelques précisions. Ouais. C'est pour verser le financement, le ministère va signer un contrat avec un institut de recherche qui n'est pas assujetti à la loi sur les contrats.
Donc, c'est parce qu'on a différentes règles selon avec qui on signe le contrat, si c'est un organisme privé ou public. Donc, pour cet appel de projet, c'est vraiment des instituts de recherche qui sont visés. Donc, on signe ce qu'on appelle une entente gré à gré. Donc, je vois qu'il y a une question dans le chat aussi qui touche, c'est pas un contrat, c'est une entente. Donc, on a différentes règles à respecter, il y a différentes façons de fonctionner. Donc, il faut vraiment c'est pour ça qu'on vise seulement ceux qui ne sont pas assujettis à cette loi-là. Donc, ça vous empêche pas de travailler ensemble, mais c'est l'équipe de recherche qui va signer le contrat avec le ministère, puis après ça, être plusieurs à réaliser le projet. OK. Mais ça prend dans le fond un partenaire avec un institut de recherche officiel. Il faut trouver un partenaire. D'accord. C'est ça, votre travail. Je ne sais pas si ça répond aussi à Mme Laflamme qui a posé une question dans le chat, c'est une question similaire. Oui, mais je ne comprenais pas trop bien parce que, comme par exemple, le CETO, nous, on est quand même un institut de recherche et puis on est sous la LCOP. Fait que je trouve que c'est très discriminatoire le fait de. Parce qu'en fait, d'un point de vue contractuel, c'est plus facile de passer des contrats avec nous. Fait que je ne la maîtrise vraiment pas pourquoi on ne peut pas participer à cet appel de projet-là. Mais je vais vérifier votre statut par rapport aux ententes. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est les différentes règles qu'on doit respecter au niveau au gouvernement. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes un cégep? Le cégep peut faire ça, mais pas le CTE? Ben non, le cégep ne le peut pas plus. Le cégep est un organisme public. Le CETO est un organisme public aussi sous la LCOP, normalement. Mais on a aussi un statut de centre de recherche. Fait que normalement, je m'attendais à ce qu'on puisse déposer un projet, au moins. Fait que là, je ne sais pas s'il y a moyen de vérifier parce que je trouve que c'est un peu discriminatoire à la base. Oui, je vais vérifier, mais c'est ça. Je sais qu'il y a certains instituts de recherche pour une raison ou une autre qui sont assujettis à la loi. C'est en dehors de notre contrôle, hein. C'est quelque chose qui vient du ministère. Il faut que vous sachiez, chaque réponse qu'on va donner, on va la mettre aussi sur la page web, sur l'appel à projet, pour que tout le monde puisse suivre ce qui se passe. Même aussi s'il y a des questions qui arrivent avec courriel, on va répondre à la personne qui l'a envoyé, mais on va aussi donner l'information sur le site web. Donc, ça va être mis à jour régulièrement. Vérifiez, s'il vous plaît, de temps en temps. Je vois une question dans le chat de Céline Guéguin. Donc, les exemples présentés aujourd'hui sont surtout sur le fleuve. Est-ce que cela veut dire que la demande doit être en relation avec le fleuve? Non. C'est vrai que peut-être par hasard, on a parlé beaucoup du fleuve, mais vous pourrez le voir aussi sur les fiches là, qui seront disponibles sur le site web d'Osmose. C'est vraiment pas juste le fleuve. Là. Donc, c'est ça, c'est peut-être un hasard. Là. Oui, non, je souligne aussi, il y a peut-être quelques mentions de fleuves ou quand on parle de grands cours d'eau, c'est des grands tributaires de fleuves, donc on a autant de besoins pour les tributaires que le fleuve. Juste avant, il y avait une question de Madame Richard. Est-ce qu'elle avait été répondue? Je pense qu'on avait répondu en partie. C'était au sujet de la loi sur les contrats et de la collaboration ou de mandater une organisation extérieure comme un organisme des bassins versants. Ben oui, en fait, je pense qu'on a répondu un petit peu dans le sens où le demandeur principal doit provenir d'un institut de recherche, là, mais il peut avoir des partenaires. Ça peut être une équipe, puis dans l'équipe, il pourrait y avoir d'autres types d'organismes sans problème. Et il y avait une question de Madame Chavary également. L'organisme demandeur d'enseignement et de recherche peut-il être en dehors du Québec, mais bien sûr, le projet est au Québec? Non. Il faut que le demandeur soit présenté sur le sol québécois. Mais vous pouvez trouver, j'espère, un partenaire qui
va faire partie de votre consortium. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour l'instant, moi, je ne vois pas de main levée. Dans le chat, ça semble très tranquille. OK. Peut-être on peut mentionner l'adresse courriel où vous pouvez envoyer vos questions si ça arrive plus tard. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Donc, vous avez tous les coordonnées ici. Là, donc, c'est ça. Si jamais il y a d'autres questions par la suite, bien, vous avez le site web. Donc, puis je vois par la même occasion, OK, il y a 2 autres questions qui sont apparues. Hubert Cabana demande quand seront disponibles les fiches sur le site web d'Osmose? Très, très rapidement. Donc, Audrey, je ne sais pas si tu les avais revues. Non, je dois juste les réviser une dernière fois et puis... Oui, on a une toute petite révision à faire et puis elles vont être affichées là, très rapidement là, après le webinaire d'aujourd'hui sur le site. Je pense que dès demain soir ou lundi matin, ce sera affiché, oui. On demande dans la partie budget, est-ce que les bourses pour étudiants sont admissibles? Oui, il me semble. Peut-être, oui, c'est ça, tout est admissible. Ouais, Judith, tu peux confirmer? Judith, peux-tu confirmer sur les bourses? C'est ça, si c'est des dépenses liées directement au projet, oui. Après ça, on demande de rappeler les dates de tombée à venir. Peut-être qu'on peut revenir dans le diaporama. Donc, peut-être la plus importante, c'est le 30 septembre, parce que ça, c'est la date à laquelle on voudrait avoir reçu les projets pour le premier appel à projet. On va juste retrouver le tableau. Après, on s'est donné après un mois pour l'évaluation. Donc, vous voyez, bon, fin octobre. Il n'y a pas de date précise pour ça, mais c'est plus pour nous. Là, on va faire l'évaluation de tout ça. L'annonce des résultats début novembre pour que le projet, là, les projets qui seraient acceptés là, dans le premier appel à projet débutent à l'hiver 2022. Avec une fin prévue avant le 31 mars 2024. Puis après, ben là, pour le prochain appel à projet, on voudrait recevoir les projets là, début décembre. Puis cet appel-là ben, sera lancé fin septembre, ce qui va venir quand même déjà assez vite. Là. Et il y aura cette fois-ci une nouvelle thématique. Donc, ce ne sera pas la même thématique. Chaque appel à projet va avoir une thématique différente. Peut-être aussi dire, donc, pour les prochaines années, on anticipe avoir 2 appels à projet chaque année sur des thématiques qui vont être définies par le comité scientifique. Et aussi, peut-être pour dire que le financement, maintenant, on donne jusqu'à 2024. On sait déjà qu'il y aura de l'argent pour après, mais comme le contrat n'est pas désigné entre le ministère et Osmose après 2024, on ne peut pas signer quelque chose ou avancer quelque chose maintenant, mais il y a de l'argent qui est déjà prévu. Et normalement, on espère quand même qu'Osmose peut continuer à vivre et faire des appels à projets dans le futur. Oui. Puis, évidemment, ça, c'est les dates pour cette année là, que vous voyez dans le tableau. Il est possible qu'il y ait des petits ajustements à ces dates-là pour les prochaines années. On a discuté pas mal de ça en comité scientifique. Puis là, on a des questions. Entre autres, je vois, il y a une main levée de Roxane Lavoie. Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 questions. La première par rapport au budget, là, donc je comprends que soit on demande moins de 50 000 ou 100 000. Il y a comme 2 options. Ça ne peut pas être 75 000. Là, s'il y a comme, OK, je vois la réponse de Peter. Puis, donc, ce montant-là inclut les FIR. Donc, ça veut dire... La réponse était non pour les gens qui n'avaient pas vu. La réponse était non. On a 100 000 pour un projet par année et on a d'autres projets qui peuvent aller jusqu'à 50 000 par année. Pas plus. Peut-être on peut remettre le tableau. Ouais. Il y avait un petit tableau sur les formats de demande et tout ça. Là. Dans le fond, le principe général, c'est qu'il va y avoir comme un projet plus gros qui, lui, va être financé là, à hauteur de 100 000. Mais les autres projets, c'est assez flexible. Fait que je dirais que c'est plutôt en comme 3 catégories, là, disons.
OK, c'est ça. Mais donc, c'est comme 25 à 50 000 là. Entre les deux, il n'y a pas quelque chose. Puis, si ça inclut les filles, moi, je suis comme un peu confuse parce que j'avais compris quand Judith avait présenté qu'on ne mettait pas les filles dans le budget, mais oui, dans le fond, c'est ça? On les met. Oui, il faudrait les mettre. Ouais. OK, je comprends. Puis, notre budget total, 250 000, ça inclut les filles. Donc, il faut qu'on les mette dans les projets qu'on va évaluer. OK, parfait. Puis là, tu sais, il y a eu comme au départ, là, j'ai compris qu'on disait qu'on pouvait aussi être créatif, mais après, il y a des besoins quand même assez spécifiques qui ont été proposés, qui ont été formulés. Est-ce que si, disons, on a une proposition qui n'est pas, tu sais, qui est dans la thématique générale, oui, mais peut-être pas dans les besoins spécifiques, oui, ça vaut la peine ou parce que là, ou sinon, on ne sera pas en adéquation, puis on va perdre des points sur ce critère-là, puis finalement, on est peut-être mieux de... Oui. Ça, c'est sûr que ça porte à confusion. Puis là, vous avez peut-être vu Peter qui faisait un signe de joie. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce sujet-là avec le ministère. Je ne sais pas comment bien répondre politically correct, là. Dans le fond, c'est que le ministère, c'est sûr qu'ils ont des besoins super précis. Puis, ils connaissent ces besoins-là. Ils ont vraiment des besoins très précis. Nous, ce qu'on se dit aussi d'un autre côté, c'est que peut-être qu'il y a des idées qui viennent du monde de la recherche qui pourraient être utiles au ministère, mais que le ministère n'a pas nécessairement pensé encore. Fait qu'on essaie un peu de faire, pas un compromis entre les deux, mais tu sais, il faut respecter la thématique générale. Il faut penser au ministère, dans le sens où il faut penser, est-ce que ce projet-là serait potentiellement quelque chose qu'on croit qui serait utile au ministère? Et puis, je veux dire, après, ça va être évalué là, par le comité. Mais c'est ça, nous, c'est un appel à projet, fait que c'est sûr qu'on aimerait qu'il y ait une latitude. Donc, oui, si vous avez un projet en tête, que vous êtes convaincu que ça pourrait être utile quand même au ministère, mais ce n'est pas énoncé tel quel dans les fiches, vous pouvez tout à fait le soumettre là, quand même. Puis c'est ça. On veut pas. On ne fait pas ici des projets dès le départ gré à gré. Il y a deux choses que je vais ajouter, si je peux. Les fiches ne sont pas complètes. Ce n'est pas que tous les besoins qui circulent à l'intérieur du ministère sont là, donc il y en a plein d'autres. On en a vu une soixantaine, je pense, si je regarde dans l'histoire. Puis en plus, on aimerait être surpris par vraiment des beaux projets qui peuvent répondre à des besoins qui existent au ministère ou dans le gouvernement et qu'on n'avait pas vu venir. C'est la créativité des chercheurs qui permet de faire peut-être des choses très efficaces en comblant plusieurs besoins ensemble, en mettre quelque chose au-dessus qui font que ça vaut la peine puis que le comité scientifique va dire ça, c'est vraiment un projet qu'il faut supporter. On va lui donner de l'argent qu'il a demandé pour le faire. Puis, par rapport à ça, je vois qu'il y a une autre question là, dans le chat là, de Yves Grafto. Si le MELCC a des besoins super précis, mais qu'il n'y a pas d'offre de recherche sur ces sujets, y a-t-il un plan B au MELCC pour obtenir l'information nécessaire à la bonne gestion du territoire en dehors d'Osmose? En fait, le webinaire d'aujourd'hui est vraiment sur les appels à projets. Puis, les appels à projets, c'est un des types de projets que Osmose fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un autre type de projet qui est vraiment sur un projet précis, une demande, en fait, d'une des directions là, du ministère. Puis eux disent, OK, on a ce besoin-là. Est-ce que Osmose peut nous aider à nous placer en relation avec des chercheurs qui pourraient répondre à ce besoin très précis et faire un contrat gré à gré? Fait que ça, c'est différent, mais c'est quelque chose que Osmose fait aussi. Et c'est un des plans B, si vous voulez. Ben, j'appellerais pas ça nécessairement un plan B, c'est juste différent. Donc, c'est ça. Fait que les appels à projets, il y a un petit peu plus de latitude. Puis, Osmose facilite aussi là, la création d'équipes pour réaliser des projets qui sont en lien avec des besoins super précis là, du ministère. Peut-être juste pour complémenter, Osmose, c'est un moyen parmi plusieurs que le ministère puisse réaliser ou répondre à ses besoins.
il y a d'autres sources de financement, des moyens que le ministère, les équipes utilisent pour se rendre en contact avec les chercheurs au Québec. Par le passé, on avait le plan d'action sur les changements climatiques. C'est la nouvelle avec le nouveau plan qui a remplacé le PAC. C'est aussi une source de financement pour financer la recherche au Québec, spécifiquement à certains besoins. Donc, c'est chaque enveloppe cible les enjeux. C'est le plan d'électrification, c'est vraiment lié au changement climatique. Ici, c'est plus large au niveau des besoins. On a d'autres enveloppes ou de financement à l'interne pour justement réaliser, répondre à nos besoins. C'est pas pour si les projets sont pas, si les besoins sont pas répondus par Osmose, ça veut pas dire qu'on fait rien. C'est qu'il y a d'autres sources de financement pour les faire. Je vois d'autres questions aussi dans le chat. Une question, va-t-il y avoir des gens d'Osmose disponibles pour échanger de manière individuelle sur les idées de projet de potentiels demandeurs? Non, parce qu'on ne veut pas favoriser personne. C'est important pour nous, bien, dans le fond, on veut favoriser tout le monde. On peut le voir à l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien poser des questions. On a montré tout à l'heure la slide où il y a les coordonnées, les adresses, tout ça. Mais nous, on veut répondre aux questions de façon publique. Donc, on va avoir une page là, sur notre site web et on va répondre aux questions là, de façon accessible à tout le monde. Et évidemment, on ne peut pas aider une équipe de chercheurs à écrire leur projet de recherche ou donner un avis ou quoi que ce soit comme ça. On peut répondre à des questions, on va répondre publiquement, on ne va pas répondre juste à une seule personne. Et puis, c'est ça, on ne peut pas fournir d'assistance comme ça parce que ce ne serait pas très juste, en fait. On a une autre question aussi. On dit « Nous ne connaissons pas la thématique qui sera lancée en septembre. » Non, mais c'est un excellent point. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Osmose est quand même encore en démarrage. On fait tout relativement rapidement. C'est vrai que septembre, la fin septembre, ça vient très vite. On va rendre la thématique, la prochaine thématique, on va la rendre disponible, là, c'est ça, le plus rapidement possible, mais ça risque vraiment d'être fin septembre que ça va être annoncé. Peter, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter que on va aussi attendre ce qui arrive avec les projets qui arrivent, parce que peut-être il y a des choses qu'on trouve quand même importantes, qu'on dit, oui, on a un montant d'argent qu'on peut dépenser, mais on trouve encore qu'il y a plein de choses qui restent qu'on reste quand même dans la même thématique. Ça se peut, c'est quand même, on l'a pris parce qu'il y a une raison pour prendre cette thématique, parce qu'elle est très importante. Ça se peut qu'on reste dans la même, ça se peut qu'on le modifie un peu pour qu'on puisse répondre le plus possible aux besoins de recherche du ministère, mais on ne peut pas le définir maintenant parce que c'est un peu trop tôt. Mais ça va arriver rapidement, donc en septembre, on va certainement vous l'annoncer pour le deuxième appel. Oui. On demande, est-ce que la présentation d'aujourd'hui sera disponible? En fait, oui, la présentation est enregistrée, puis l'enregistrement va être disponible sur le site d'Osmose. Est-ce que les thématiques des autres appels à projets sont déjà déterminées? Je pense qu'on a répondu non. Ensuite, y aura-t-il une rétroaction du comité d'évaluation à la fin du premier appel à projet? Oui, je pense personnellement que c'est assez important, là. Donc, oui, on voudrait fournir une petite rétroaction à chacune des équipes là, qui aura pris la peine quand même d'écrire un projet puis d'avoir déposé ce projet-là. Là. Donc, on va justifier la décision, expliquer pourquoi. Peter? Je pense qu'Audrey me fait remarquer qu'il y a peut-être une confusion sur la discussion qu'on a eue avant sur la thématique pour le prochain appel d'offres. Pour l'appel de projet maintenant, c'est clair que la thématique est définie. Donc, ce qu'on présente maintenant pour dépôt d'un projet fin septembre, c'est clair. Pour le nouvel appel à projet qui va sortir fin septembre, pour déposer en décembre, ça va être une autre thématique. Oui. Oui, chaque appel à projet va avoir une thématique différente. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais revenir, là, les thématiques, mais a priori, c'est différent. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, on ne connaît pas encore la thématique, la prochaine. Il y a une main levée. Roxane Lavoie. Oui, bien, cette discussion-là me fait me questionner sur si on soumet un projet
à ce premier appel, puis que finalement, ben là, il n'est pas retenu, mais on se rend compte que peut-être dans la deuxième thématique, il cadrait mieux, là, comme on ne sait pas encore c'est quoi, est-ce qu'on va pouvoir le resoumettre avec des améliorations selon les commentaires qu'on va avoir reçus? Oui, oui, il n'y a absolument rien qui vous empêcherait de faire ça. Ça peut sauver du temps, même si ça peut fonctionner. On veut avoir le meilleur projet possible. Donc, parce qu'ils sont tellement bons que le vôtre n'entre pas, on peut vous donner des retours parce qu'on va réviser le projet. Avec ces retours, vous pouvez bonifier votre projet. Puis, s'il cadre encore dans la thématique, vous jouez un peu sur le projet qui s'inscrit mieux dans le cas thématique, prenez vos chances, oui, clairement. Je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres personnes qui voulaient intervenir? Je veux seulement mentionner que je suis très content qu'on voit 60 personnes qui étaient dans le webinaire. Ça augure bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. J'espère qu'il y a des équipes qui sont déjà là, qui écoutent ensemble. Ce serait très bien de voir ça. Et il y a certainement des gens qui ne pouvaient pas venir ici. Donc, l'important, c'est qu'on va diffuser l'information sur le site web. Donc, la présentation, les fiches des projets, puis des besoins, puis le webinaire qui attend enregistré avec les questions et réponses. Tout ça va être disponible. Puis, avec des questions qui vont venir sûrement après, on va les répondre. Je pense aussi, certaines réponses ont été données dans le chat. On va aussi mettre ça dans l'information qui sera disponible sur le site web. Oui. On peut peut-être. N'hésitez pas à nous contacter, hein, c'est important. On peut peut-être justement remettre encore la dernière slide avec pour les adresses et tout, là. Donc, pour pouvoir nous contacter facilement. Et puis, bon, je vais attendre qu'on se rende là. Voilà. Donc, vous avez tous les liens vers le site web, la page LinkedIn, le formulaire d'inscription pour les communications, puis surtout l'adresse générale d'Osmose à laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Comme je le disais, on veut que les réponses aux questions soient publiques, accessibles à tous. Donc, on va répondre là, via une page sur le site web qui va évoluer là, au fil du temps. Donc, si vous regardez pour le formulaire d'inscription, c'est vraiment pour nos courriels. On utilise MailChimp pour envoyer des courriels à tout le monde qui est inscrit avec ce formulaire d'inscription. Comme ça, on vous tient au courant de ce qui se passe. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pour l'instant, j'en vois pas, puis il n'y a pas l'air d'avoir de main levée. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste juste à vous remercier beaucoup, tout le monde, d'avoir participé. On était très contents d'avoir autant de personnes. Et puis, on espère avoir beaucoup de... Bonjour tout le monde, je vais attendre encore un peu pour commencer, pour que tout le monde soit là. Bon, je pense qu'on va commencer. Hein. Je suis très content de voir qu'il y a plein de monde qui veut assister à notre
webinaire qui va présenter les besoins du ministère de l'Environnement et de lutte contre le changement climatique. Parce qu'en vue de l'appel du projet qu'on a lancé avec Osmose, le consortium de recherche dédié à l'eau, cette présentation a été préparée par moi, Marie-Amélie Boucher, directrice scientifique Osmose, Audrey Béganton, qui est notre coordinatrice, et Judith Kirby du ministère, qui a fait plein de travail pour amener toutes ces informations ici. Je vais commencer à présenter un peu Osmose parce qu'il y a toujours des gens qui... il y a quelqu'un qui a manqué le son. Je vais voir si j'ai un problème avec mon... J'espère que c'est bon. S'il y a des problèmes avec mon son, je suis désolé. Parce que je suis chez ma mère. Je suis en Belgique pour le moment, puis je vous parle de très loin. Ça fait la première fois que j'ai pu la visiter il y a 20 mois. Mais c'est bon. Donc, Osmose, c'est quoi? Oups. Si tu peux avancer, Audrey, prochaine. Mais peut-être que j'ai oublié d'abord, on va parler un peu sur comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, une présentation d'Osmose par mois. Présentation de l'appel à projet par Marie-Amélie Boucher. Puis, on va laisser Judith Kirby parler des besoins de recherche en vue de notre appel à projet. Donc, un peu de contractuel, surtout les besoins de recherche du ministère en général, parce que c'est quand même un appel à projet général dans une thématique assez large, et donner des exemples de besoins qui pourraient être répondus par vos propositions de projet. Puis, étant donné qu'on a quand même une cinquantaine de personnes qui sont ici maintenant, on va, j'espère, avoir une bonne discussion, clarification des choses qui peut-être vont nous aussi être nouveaux à répondre parce que c'est la première fois qu'on le fait. On va apprendre aussi en cours de route comment mieux le faire des appels à projets. Puis, c'est comme ça qu'on va finir dans 1h30 max. Bon, le consortium de recherche dédié à l'eau qui a été instauré par le ministère de l'Environnement et de lutte contre le changement climatique. Ça se cadre dans la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 et en particulier son plan d'action 2018-2023. Et si vous regardez en bas, il y a plein d'objectifs, plein d'actions, bien sûr. Si tu peux cliquer, Audrey. Oui. L'objectif 3, là. Puis tu peux cliquer encore une fois, ça va agrandir un peu. Dans l'action 6.3.1, le gouvernement avait décidé en 2018 de mettre en place un consortium de recherche dédié à l'eau. Dans le temps, c'était encore le ministère du Développement durable et Environnement et lutte contre le changement climatique. C'était un budget de 1,2 million de dollars qui était réparti sur 5 ans, ce qui nous donne un budget de, disons, 200 000 dollars par an pour créer et faire fonctionner le consortium. Et on a heureusement reçu d'autres budgets récemment qui nous permettent de lancer ce premier appel à projet. Oui, prochaine. Pourquoi est-ce que le consortium existe? Et on l'a appelé Osmose, c'est le nom qu'on a donné. Après sélection de plusieurs mots, on a trouvé que c'était une bonne représentation que sont faits des tourbillons, des mélanges, des collaborations. C'est ça qu'Osmose veut faire. Donc, c'est vraiment important d'accroître la concertation et les partenariats entre le gouvernement du Québec, le milieu de la recherche et les principaux acteurs de l'eau qui se trouvent au Québec. Et tout ça en vue de développer les enjeux et les besoins liés à la gouvernance et la gestion de l'eau douce. Ça, c'est l'objectif d'Osmose. Oui. Next. Parce qu'il y avait vraiment un besoin pour le gouvernement du Québec d'accroître son implication et son soutien dans le développement de travaux de recherche. On trouvait que c'était pas assez, qu'on pouvait plus profiter de toute l'expérience qui était là. Et tout ça, toujours dans le cadre de gouvernance et gestion de l'eau. Prochain. Osmose veut être un réseau structurant inclusif et représentatif des principaux acteurs de l'eau. On va essayer de faire tout ça dans nos comités, etc. Et un peu plus d'attention encore pour la raison d'être. Quand vous regardez le dernier rapport du vérificateur général du Québec, il y avait vraiment un constat important qui regardait le niveau de développement de l'expertise, le transfert, la diffusion des connaissances dans la gestion de l'eau. Puis on s'inscrit, avec Osmose qui existe maintenant, on s'inscrit vraiment dans répondre à ce constat-là. Prochain. Je vais laisser la parole à Marie-Amélie Boucher qui va vous expliquer un peu la présentation de l'appel à projet, comment on l'a fait, comment on l'a développé. Puis après, on va aller plus en détail sur les besoins de recherche.
Oui, parfait. Vas-y, Marie-Amélie. Donc, l'appel à projet, en fait, c'est pour un des types de projets là, qu'on peut faire avec Osmose. Il n'y a pas seulement ça, mais Osmose va organiser, entre autres, des appels à projet. Donc là, on a lancé le tout premier appel à projet. Un peu comme Peter mentionnait plus tôt, ben c'est sûr qu'on apprend en même temps. Hein? Donc, il va y avoir potentiellement des choses à améliorer pour les prochains. Donc, chacun des appels à projet va être basé sur une des thématiques d'Osmose. Donc, des thématiques, il y en a plusieurs. Vous les voyez ici. Il y a d'abord des thématiques transversales qui recoupent plusieurs choses, comme par exemple les changements climatiques. Donc, ça recoupe en fait plusieurs autres thématiques. Puis après ça, on a des thématiques principales sur les contaminants, les infrastructures, les écosystèmes et tout ce qui est quantité et disponibilité aussi. Et comme vous le voyez aussi, bien, certaines de ces thématiques-là, en fait, toutes les thématiques sont sous-divisées en sous-thèmes. Donc là, on a sélectionné, le comité scientifique, en fait, a sélectionné une thématique plus précise là, pour ce premier appel à projet-là. Tu peux changer, Audrey, la diapo. Donc, c'est ça. En fait, ça, c'est un peu ce que j'étais déjà en train d'expliquer, c'est-à-dire que chaque appel portera sur une thématique d'osmose en fonction des besoins du MELCC. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de besoins là, qui tombaient, disons, dans la case là, de la qualité de l'eau puis des écosystèmes. Vous voyez aussi le budget là, qui est disponible pour financer ces appels à projets-là du moins pour les 3 premières années. Les projets peuvent avoir des durées variables, donc ça peut être assez court, de 6 mois jusqu'à 3 ans. Et on prévoit faire 2 appels à projets au cours de notre première année. Vous voyez les différentes dates là, dans le tableau ci-dessous, là, donc pour la réception des projets. Donc là, l'appel à projet qui nous intéresse en ce moment, c'est celui pour lequel on espère recevoir des projets le 30 septembre. Et puis, il y en aura d'autres après. Et puis, la procédure et les dates, tout ça, là, c'est appelé à être ajusté là, au fil des années d'existence d'Osmose. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, la thématique du premier appel à projet, c'est vraiment sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau en milieu naturel, donc en lien aussi avec les écosystèmes. Et puis, on a voulu volontairement inclure le mot gouvernance dans le titre de l'appel à projet parce que on aimerait bien avoir des projets là, qui font appel à cette notion-là aussi là, de gouvernance. Donc, la qualité de l'eau, oui, mais comment modifier la gouvernance pour avoir une meilleure qualité de l'eau. Les solutions à large échelle aussi, ce serait quelque chose d'intéressant. Il y a un guide de rédaction qui est disponible sur le site d'Osmose qui contient les critères d'admissibilité puis la grille d'évaluation. Donc, on a eu beaucoup de retours par rapport à ça pour justement nous mentionner qu'un critère d'évaluation, c'est l'adéquation entre les besoins du ministère et le projet proposé. Donc, c'est pour ça qu'on fait le webinaire aujourd'hui. Il va y avoir un comité d'évaluation, évidemment, pour lire tous ces projets-là. Le comité va inclure au moins un membre, un représentant en fait du MELCC, au moins 2 membres du comité scientifique et au moins une personne de l'externe. Et puis, il va y avoir aussi un comité de suivi pour tous les projets sélectionnés. Et puis, ce comité-là va être composé d'un membre interne qui viendra du comité scientifique d'Osmose. Puis, ça va être le responsable là, de la thématique qui est reliée à l'appel à projet en question. Il va y avoir aussi 2 membres externes, puis c'est pour ça qu'on vous demande, là, les personnes qui vont soumettre des projets, on demande de proposer des personnes là, pour agir à titre d'externe. Donc, OK. Donc, il va y avoir, bon, je vous ai montré l'enveloppe totale budgétaire un petit peu plus tôt. Il va y avoir un seul projet d'envergure qui va être financé, puis le reste du budget, bien, ça va être séparé en projets un petit peu plus petits. Là, on a vu tantôt qu'il peut y avoir des projets, par exemple, assez courts, là, sur 6 mois, ça peut être 1 an, des choses comme ça. Oui, donc pour le format des demandes, on a choisi d'avoir un format assez court qui est plus ou moins calqué sur le format des demandes Audace. Pas Audace, Alliance, pardon. Donc, c'est ça, avec une modulation en fonction de l'envergure du projet, là. Donc, vous pouvez vous guider sur ce tableau-là pour la rédaction.
Bon, la grille d'évaluation que je mentionnais tantôt, donc les principaux critères, ça va être la qualité du projet, évidemment. Donc, vous voyez comme les critères détaillés pour chaque catégorie à côté avec la pondération. On va aussi regarder les retombées et bénéfices potentiels pour le MELCC puis la société, disons. L'équipe, c'est-à-dire la formation de l'équipe, les compétences de l'équipe et tout ça. Et évidemment, le budget qui est comme en adéquation là, avec les livrables et tout ça. Donc là, je vais laisser la parole à Judith du ministère pour expliquer bon, les dispositions contractuelles, après ça, un peu les généralités là, par rapport au projet qu'on s'attend à recevoir. Puis on va aussi donner des exemples de projets là, qui viennent en fait du ministère, mais il faut vraiment voir que ça, c'est des exemples et on veut quand même laisser une place à la créativité. Là. Donc, vous pouvez quand même soumettre des projets, là, toujours en lien avec la thématique, là, mais que vous pensez qui seraient potentiellement intéressants pour le ministère. Donc, je cède la parole à Judith. Merci, Marie-Amélie. Alors, mais premièrement, je me présente, Judith Kirby. Je travaille au ministère. Je suis coordonnatrice du Bureau des connaissances sur l'eau à la direction de la gestion intégrée de l'eau. Donc, notre direction est responsable de la mise en œuvre de la stratégie québécoise de l'eau. Et donc, on a travaillé depuis à peu près 2 ans à la mise en place avec l'équipe de Peter, Marie-Amélie et la coordonnatrice sur Osmose. Puis, notre direction fait aussi le pont avec les autres équipes au ministère qui travaillent dans le domaine de l'eau et qui ont des besoins spécifiques en termes de recherche liés à l'eau. Donc, on peut passer à la diapo, prochaine diapo, qui parle des dispositions contractuelles. Donc, une fois si votre projet est retenu pour un financement, vous allez rentrer en contact directement avec l'équipe de recherche, l'équipe du ministère. Donc, on va discuter avec vous pour, dans le fond, signer en entente gré à gré. C'est seulement les organismes publics d'enseignement et de recherche qui ne sont pas assujettis à la loi sur les contrats des organismes publics qui peut signer un entente de gré à gré de cette nature-là. Donc, il faut vraiment vérifier si vous êtes un organisme public qui n'est pas assujetti à la loi sur les contrats. Parce que je sais qu'il y a certains types de centres de recherche qui sont assujettis à cette loi-là. Donc, il faut bien faire des vérifications avant de déposer un projet que vous faites partie de la liste des organismes non assujettis. Au niveau des dépenses admissibles, toutes les dépenses liées directement au projet sont admissibles. Donc, comme si vous avez déjà signé des ententes gré à gré avec le ministère pour les projets de recherche, mais c'est la même approche que d'habitude. Donc, les dépenses liées au salaire, aux bourses, aux frais de déplacement, à l'achat d'équipements, aux frais liés au terrain, etc. Ce sont des dépenses admissibles. Par contre, tout ce qui n'est pas lié au projet, prochain point, n'est pas admissible. Mais rendu à négocier l'entente, s'il y a certains détails au niveau du projet, ça peut être négocié lors des discussions avec l'équipe avant la signature de l'entente. Les frais liés au fonctionnement de l'organisation, donc les frais liés au téléphone, location des bureaux, etc., sont toujours compris dans le pourcentage ajouté par les instituts de recherche au coût total du projet. Donc, je sais qu'on ajoute toujours 27% ou 29% au coût total du projet. Donc, on ne devrait pas voir ce type de frais dans les dépenses liées directement au projet. Donc, c'est assez simple au niveau des frais admissibles. Donc, c'est de toujours suivre les règles habituelles pour les ententes de gré à gré signées avec le ministère. Au niveau des besoins,
On peut passer au prochain diapo. Je vais reculer un peu dans le temps. L'année dernière, au ministère, on a fait un exercice de recenser les besoins du ministère en termes de recherche liés à l'eau. Donc, on a plusieurs besoins, surtout en lien avec le cadre légal et réglementaire. Donc, les équipes ont recensé à peu près une 60aine de besoins. Donc, très diversifiés. Et c'est à partir de cette liste-là que le comité scientifique d'osmose a choisi le thème de cet appel à projet, donc la qualité de l'eau en milieu naturel, parce qu'il y avait quand même un bon nombre de projets, des besoins liés à ce thème-là. Puis des besoins qui ont besoin d'être répondus dans un court laps de temps. Donc, en lien avec les besoins, les besoins du ministère sont, comme j'ai dit, souvent liés au cadre légal et réglementaire. Si on pense dans les dernières années, il y a eu plusieurs changements au niveau légal. On a vu l'adoption d'une loi pour mieux conserver les milieux humides et hydriques. On a vu la nouvelle les modifications portées à la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, il y a plusieurs nouveautés qui font en sorte que les équipes au ministère, on a besoin d'avoir la recherche pour appuyer l'application de certains éléments de ces lois et règlements. Donc, vous allez constater que plusieurs besoins sont vraiment liés au cadre légal. On a aussi besoin des connaissances pour analyser les demandes d'autorisation ministérielle. Donc, que ce soit des demandes pour les prélèvements d'eau ou d'autres types de demandes avec un impact sur le milieu aquatique, les milieux humides, les milieux hydriques. Donc, c'est d'établir les normes ou mettre à jour les normes actuelles. Donc, sont souvent liées à notre analyse des demandes d'autorisation ministérielle. On voit aussi, bien évidemment, des besoins liés aux problèmes émergents, comme les microplastiques dans l'eau. Donc, il y en a plusieurs qui touchent ces problèmes-là. Ensuite, des besoins liés aux impacts des activités anthropiques et surtout les activités agricoles. Comment on peut mesurer ces impacts? Comment on peut établir des seuils pour limiter ces impacts? Des besoins liés à la gestion intégrée des charges cumulatives de contaminants dans les grands cours d'eau. Et ensuite, les besoins liés au changement temporaire de certains paramètres de qualité de l'eau dans le fleuve et bien évidemment les besoins liés au changement climatique et au changement dans les pratiques anthropiques. Donc, dans les besoins recensés, puis liés à cet appel à projet, mais il y a les types de recherche pour actualiser et approfondir les connaissances sont quand même variables. On parle des besoins véhiculés par les revues de littérature, voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres juridictions, justement pour nous appuyer dans nos choix de cadre légal réglementaire au Québec. Des recherches basées sur l'acquisition des données sur le terrain. Et on a toujours besoin des données, actualiser les données, de synthétiser des résultats de multiples projets similaires, d'analyser des données. On a des données au ministère aussi, donc c'est d'analyser nos données. Donc, que peu importe votre domaine de recherche, je pense que vous allez trouver peut-être des choses intéressantes parce que les besoins sont quand même variés. Maintenant, on va rentrer plus dans les exemples de besoins de recherche. Au ministère, on a ciblé 9 exemples de besoins. Donc, ces besoins sont rédigés dans les fiches et les fiches seront disponibles sur le site web d'Osmose après le webinaire. Mais juste pour vous donner un topo rapidement, je vais faire une survol de chacun de ces 9 fiches. Donc, comme Marie-Amélie a dit, c'est vraiment des exemples de besoins. Ça vous donne une idée
des types de besoins au ministère, où sont les lacunes, qu'est-ce qu'on veut rechercher en termes de connaissances au cours des prochaines années. Donc, je l'ai regroupé très globalement. Premièrement, au niveau du suivi de l'état de l'environnement, on a besoin de rechercher des causes de tendances temporelles observées dans les nitrates, les matières en suspension et au niveau de la turbidité dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires pour identifier les causes des changements temporels observés. Un autre besoin exprimé, c'est d'explorer l'utilisation de l'ADN environnemental et plus spécifiquement l'ADN des micro-invertébrés aquatiques comme outil de suivi dans différents contextes comme le suivi des groupes sensibles, la surveillance des espèces menacées et vulnérables, la détection d'espèces exotiques ou potentiellement envahissantes, dans le suivi des groupes qui migrent vers le nord à cause des changements climatiques. On veut aussi établir, pour l'utilisation de l'ADN environnemental, établir des protocoles de terrain et identifier des cibles génétiques spécifiques à certains groupes. Donc, c'est quand même très large comme besoin. Toujours au niveau du suivi de l'État, mais avec plus une tangente agricole, on a ciblé deux besoins. Premièrement, d'approfondir les connaissances sur les sources de chlore dans les eaux de surface et leur évolution temporelle, sur les effets de sel de déglaçage sur les milieux aquatiques et sur d'autres sources de chlore, dont celles associées au milieu agricole. Avoir des connaissances au niveau de la présence et devenir des microplastiques dans les écosystèmes aquatiques au milieu agricole et dans les milieux aquatiques qui les bordent dû au recyclage des biosolides municipaux par retour au sol via l'épandage agricole. Donc, un besoin un petit peu plus spécifique. On a identifié plusieurs au niveau des eaux usées. Donc, premièrement, des connaissances pour améliorer la gestion des étangs non aérés à vidange périodique et le suivi du soufre d'hydrogène à l'effluent. Deuxièmement, les connaissances pour établir des exigences de rejet pour les chlores dans les eaux de surface et lors de leur infiltration. Également, avoir aussi des connaissances sur les technologies disponibles et économiquement viables et à leur applicabilité dans le contexte québécois, donc le contexte de température froide. Puis le troisième, au niveau des eaux usées, c'est des connaissances pour éventuellement imposer des normes de rejet en azote total au lieu d'enfouissement technique. Également des connaissances sur les technologies de traitement disponibles et économiquement viables et à leur applicabilité dans le contexte québécois. Donc, les deux dernières, on voit qu'il y a deux éléments. Il y a un élément au niveau des normes, des exigences de rejet, puis le deuxième, c'est vraiment au niveau des technologies. Donc, il y a deux volets liés à ces deux-là. Ensuite, au niveau de l'acceptabilité environnementale des projets soumis à l'autorisation ministérielle, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment des enjeux auxquels on fait face quotidiennement. On veut savoir plus au niveau de la gestion intégrée et cumulative des rejets de contaminants et plus particulièrement des nutriments azote et phosphore dans les grands cours d'eau, afin de s'assurer le respect de la capacité du sport de ces grands cours d'eau, tout en considérant les rejets futurs qui pourraient s'ajouter. Donc, vous savez, au ministère, on établit les objectifs environnementaux de rejets. Donc, c'est dans cet aspect-là, comment on peut quantiser les rejets d'aujourd'hui avec les besoins futurs, tout dans un contexte des changements climatiques. Puis le deuxième, c'est au niveau de la gestion intégrée des rejets d'effluence saumâtre et ou de températures significativement différentes du milieu récepteur et l'évaluation des impacts significatifs sur l'intégrité physique ou chimique de l'eau des milieux et les milieux aquatiques. Donc ici, juste si on peut revenir, merci. Ici, c'est lié à toutes sortes de projets de développement qu'on peut recevoir et qu'on doit analyser, mais très spécifiquement au niveau des projets aquacoles
il y a des projets de plus en plus grande envergure qui veulent s'établir au Québec. Donc, c'est spécifiquement, puis surtout en plus en milieu au fleuve. Donc, c'est d'être capable d'analyser l'impact de ces gros projets-là sur le milieu aquatique, sur les autres usagers en aval, selon le cas. Et aussi dans un contexte de changement climatique puis des besoins qui changent. Donc, ça fait le tour des 9 besoins identifiés. Donc, j'espère que ça vous donne un topo des types de projets à déposer, les enjeux qu'on veut, pour lesquels on va chercher des solutions, des lacunes à combler. Donc, mais là, on va passer à la période de questions. Je ne pourrais pas, par contre, répondre à des questions spécifiques sur ces 9 besoins-là parce que ce sont des besoins identifiés par mes collègues. Puis, à cause des vacances, on ne peut pas avoir tout le monde ici au webinaire, mais on va plutôt diriger vos questions spécifiques par courriel. Donc, je passe les paroles, je ne sais pas si c'est Audrey ou Peter qui va gérer la période des questions et des discussions. Ça va être Marie-Amélie, je pense. OK, bon. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le chat. Comme ça, on peut organiser un peu. Puis, on va répondre à vos questions tant qu'elles viennent. Puis, utilisez votre main comme Hubert et Robert l'ont déjà fait. Oui, je peux peut-être m'occuper des questions qui seront dans le chat et puis Marie-Amélie s'occupera des mains levées. OK, parfait. Ben, on peut peut-être commencer. Je ne sais pas qui a levé sa main en premier. Je vois, c'est ça, 2 personnes. Donc, allons-y peut-être avec Hubert. Merci pour la présentation. Ça l'éclaire un peu l'appel à projet. J'avais une question concernant les FIR. Je n'ai pas bien compris. Si vous dites, par exemple, que c'est un projet de 50 000 qui va directement aux frais liés au projet de recherche, est-ce que les FIR, on les considère dans ce 50 000 $-là? Ça, donc, est-ce que c'est en absolu, c'est un projet par exemple de 100 000 $, c'est que 60 ou 80 000 $ pour le projet, puis 20 000 $ pour payer le JPROC de l'université? C'est ça. Moi, je vais répondre si tu ne sais pas. Donc, les frais indirects doivent être inclus dans le 100 000. Okay. Donc, si vous avez, chez nous, par exemple, c'est 27 % pour un projet du ministère. Okay. Donc, dans le 100 000, il faut avoir, donc ça va être quelque chose comme 75 000, 78 000 qu'on peut avoir dans vraiment des frais qu'on peut utiliser pour la recherche, plus les 27 % que l'université va prendre, doivent être inclus dans le 100 000 que vous proposez. Super, merci. J'ai ici une question de Frédéric Pitre. C'est au sujet de l'effet de levier. Est-ce que les fonds reçus d'Osmose peuvent être utilisés comme cofinancement et le consortium comme partenaire, Mitax Alliance? Bien, je pense que nous, on souhaite un effet de levier. Donc, c'est ça, Peter pourra peut-être compléter. Ouais. Oui, en fait, on serait très content qu'il y ait un plan pour disons, bonifier le financement. Par contre, une chose qui est importante, c'est qu'il faut quand même que le projet présenté puisse être tout de même réalisable, même s'il n'y avait pas cette bonification-là. Et puis, pour ce qui est de considérer Osmose comme un partenaire officiel dans le cadre d'une demande là, avec partenariat, je crois pas qu'on puisse être considéré comme ça. Parce que oui, parce qu'on est un ministère. L'argent, c'est un contrat avec un ministère, donc c'est le ministère qui peut être considéré comme partenaire, au moins pour l'Alliance. Je ne suis pas certain pour Mitax, mais ça, il faut voir comment ça s'organise. Mais c'est vraiment, vous avez un contrat d'investissement de recherche par le ministère, et comme ça, vous pouvez l'utiliser comme argent qui va permettre de trouver de l'argent additionnel auprès de certains organismes. Parmi les mains levées, il y en a une personne qui a baissé sa main, donc j'imagine que la question avait été déjà répondue. Par contre, il y a Jonathan Germain qui a levé la main. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir fait la présentation. C'était bien instructif. Moi, j'ai juste une question. Dans le fond, je travaille pour un organisme à but non lucratif et justement qui s'intègre à la gouvernance de l'eau, principalement sur l'impact de la navigation de plaisance sur les écosystèmes aquatiques. Et là, juste savoir si justement sur on appelle dans le fond les dispositions contractuelles, je vais vous avouer que je suis peut-être pas initié aux différentes
différentes spécificités de ce que ça veut dire. Dans le fond, je veux dire, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'on soit attaché à une université ou à quelque chose de reconnu pour faire une demande, ou est-ce qu'on peut simplement faire, donc c'était principalement des questionnements à propos de faire partie de la liste des organismes qui ne sont pas assujettis à la loi sur les contrats des organismes publics. Je vous avoue que je suis un peu perdu là-dedans. Ben, je pourrais peut-être juste donner quelques précisions. Ouais. Pour verser le financement, le ministère va signer un contrat avec un institut de recherche qui n'est pas assujetti à la loi sur les contrats. Donc, c'est parce qu'on a différentes règles selon avec qui on signe le contrat, si c'est un organisme privé ou public. Donc, pour cet appel à projet, c'est vraiment des instituts de recherche qui sont visés. Donc, on signe ce qu'on appelle une entente gré à gré. Donc, je vois qu'il y a une question dans le chat aussi qui touche, c'est pas un contrat, c'est une entente. Donc, on a différentes règles à respecter, il y a différentes façons de fonctionner. Donc, il faut vraiment c'est pour ça qu'on vise seulement ceux qui ne sont pas assujettis à cette loi-là. Donc, ça vous empêche pas de travailler ensemble, mais c'est l'équipe de recherche qui va signer le contrat avec le ministère, puis après ça, être plusieurs à réaliser le projet. OK. Mais ça prend dans le fond un partenaire avec un institut de recherche officiel. Il faut trouver un partenaire. D'accord. C'est ça, votre travail. Je ne sais pas si ça répond aussi à Mme Laflamme qui a posé une question dans le chat, c'est une question similaire. Oui, mais je ne comprenais pas trop bien parce que, comme par exemple le CETO, nous, on est quand même un institut de recherche et puis on est sous la LCOP. Fait que je trouve que c'est très discriminatoire le fait de... Parce qu'en fait, d'un point de vue contractuel, c'est plus facile de passer des contrats avec nous. Fait que je la maîtrise vraiment pas pourquoi on peut pas participer à cet appel de projet-là. Mais je vais vérifier votre statut par rapport aux ententes. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est des différentes règles qu'on doit respecter au niveau au gouvernement. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes un cégep? Le cégep peut faire ça, mais pas le CTE? Ben non, le cégep ne le peut pas plus. Le cégep est un organisme public. Le CETO est un organisme public aussi sous la LCOP, normalement. Mais on a aussi un statut de centre de recherche. Fait que normalement, je m'attendais à ce qu'on puisse déposer un projet, au moins. Fait que là, je ne sais pas s'il y a moyen de vérifier parce que je trouve que c'est un peu discriminatoire à la base. Là. Oui, je vais vérifier, mais c'est ça. Je sais qu'il y a certains instituts de recherche pour une raison ou une autre qui sont assujettis à la loi. C'est en dehors de notre contrôle, hein. C'est quelque chose qui vient du ministère. Il faut que vous sachiez, chaque réponse qu'on va donner, on va la mettre aussi sur la page web, sur l'appel à projet, pour que tout le monde puisse suivre ce qui se passe. Même aussi, s'il y a des questions qui arrivent avec courriel, on va répondre à la personne qui l'a envoyé, mais on va aussi donner l'information sur le site web. Donc, ça va être mis à jour régulièrement. Vérifiez, s'il vous plaît, de temps en temps. Je vois une question dans le chat de Céline Guéguin. Donc, les exemples présentés aujourd'hui sont surtout sur le fleuve. Est-ce que cela veut dire que la demande doit être en relation avec le fleuve? Non. C'est vrai que peut-être par hasard, on a parlé beaucoup du fleuve, mais vous pourrez le voir aussi sur les fiches là, qui seront disponibles sur le site web d'Osmose. C'est vraiment pas juste le fleuve. Là. Donc, c'est ça, c'est peut-être un hasard. Là. Oui, non, je souligne aussi, il y a peut-être quelques mentions de fleuves ou quand on parle de grands cours d'eau, c'est des grands tributaires de fleuves, donc on a autant de besoins pour les tributaires que le fleuve. Juste avant, il y avait une question de Madame Richard. Est-ce qu'elle avait été répondue? Je pense qu'on avait répondu en partie. C'était au sujet de la loi sur les contrats et de la collaboration ou de mandater une organisation extérieure comme un organisme des bassins versants.
Ben oui, en fait, je pense qu'on a répondu un petit peu dans le sens où le demandeur principal doit provenir d'un institut de recherche, là, mais il peut avoir des partenaires. Ça peut être une équipe, puis dans l'équipe, il pourrait y avoir d'autres types d'organismes, sans problème. Et il y avait une question de Madame Chavary également. L'organisme demandeur d'enseignement et de recherche peut-il être en dehors du Québec, mais bien sûr, le projet est au Québec? Non. Il faut que le demandeur soit présenté sur le sol québécois. Mais vous pouvez trouver, j'espère, un partenaire qui va faire partie de votre consortium. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour l'instant, moi, je ne vois pas de main levée. Dans le chat, ça semble très tranquille. OK. Peut-être on peut mentionner l'adresse courriel où vous pouvez envoyer vos questions si ça arrive plus tard. C'est exactement ça. C'est bon. Donc, vous avez tous les coordonnées ici, là. Donc, c'est ça. Si jamais il y a d'autres questions par la suite, bien, vous avez le site web. Donc, puis je vois par la même occasion, OK, il y a 2 autres questions qui sont apparues. Hubert Cabana demande quand seront disponibles les fiches sur le site web d'Osmose? Très, très rapidement. Donc, Audrey, je ne sais pas si tu les avais revues. Non, je dois juste les réviser une dernière fois et puis... Oui, on a une toute petite révision à faire et puis elles vont être affichées là, très rapidement là, après le webinaire d'aujourd'hui sur le site. Je pense que dès demain soir ou lundi matin, ce sera affiché, oui. On demande dans la partie budget, est-ce que les bourses pour étudiants sont admissibles? Oui, il me semble. Peut-être, oui, c'est ça, tout est admissible. Judith, tu peux confirmer? Judith, peux-tu confirmer sur les bourses? C'est ça, si c'est des dépenses liées directement au projet, oui. Après ça, on demande de rappeler les dates de tombée à venir. Peut-être qu'on peut revenir dans le diaporama. Donc, peut-être la plus importante, c'est le 30 septembre, parce que ça, c'est la date à laquelle on voudrait avoir reçu les projets pour le premier appel à projet. On va juste retrouver le tableau. Après, on s'est donné après un mois pour l'évaluation. Donc, vous voyez, bon, fin octobre, il n'y a pas de date précise pour ça, mais c'est plus pour nous, là, on va faire l'évaluation de tout ça. L'annonce des résultats début novembre pour que le projet, là, les projets qui seraient acceptés là, dans le premier appel à projet débutent à l'hiver 2022. Avec une fin prévue avant le 31 mars 2024. Puis après, ben là, pour le prochain appel à projet, on voudrait recevoir les projets là, début décembre. Puis cet appel-là ben, sera lancé fin septembre, ce qui va venir quand même déjà assez vite. Là. Et il y aura cette fois-ci une nouvelle thématique. Donc, ce ne sera pas la même thématique. Chaque appel à projet va avoir une thématique différente. Peut-être aussi dire, donc, pour les prochaines années, on anticipe avoir 2 appels à projet chaque année sur des thématiques qui vont être définies par le comité scientifique. Et aussi, peut-être pour dire que le financement maintenant donne jusqu'à 2024. On sait déjà qu'il y aura de l'argent pour après, mais comme le contrat n'est pas désigné entre le ministère et Osmose après 2024, on ne peut pas signer quelque chose ou avancer quelque chose maintenant, mais il y a de l'argent qui est déjà prévu. Et normalement, on espère quand même qu'Osmose peut continuer à vivre et faire des appels à projets dans le futur. Oui. Puis, évidemment, ça, c'est les dates pour cette année là, que vous voyez dans le tableau. Il est possible qu'il y ait des petits ajustements à ces dates-là pour les prochaines années. On a discuté pas mal de ça en comité scientifique. Puis là, on a des questions. Entre autres, je vois, il y a une main levée de Roxane Lavoie.
Oui, bonjour. En fait, j'ai deux questions. La première par rapport au budget, là, donc je comprends que soit on demande moins de 50 000 ou 100 000. Il y a comme deux options. Ça ne peut pas être 75 000. Là, s'il y a comme, OK, je vois la réponse de Peter. Puis, donc, ce montant-là inclut les FIR. Donc, ça veut Et la dire réponse était non pour les gens qui n'auraient pas vu. La réponse Ah, était non. oui, On a c'est 100 000 pour un projet par année et on a d'autres projets qui peuvent aller jusqu'à 50 000 par année. Pas plus. Donc, moins. Peut-être on peut remettre le tableau. Ouais. Il y avait un petit tableau sur les formats de demande et tout ça, là. Dans le fond, le principe général, c'est qu'il va y avoir comme un projet plus gros qui, lui, va être financé là, à hauteur de 100 000. Mais les autres projets, c'est assez flexible. Fait que je dirais que c'est plutôt en comme 3 catégories, là, disons. Okay, c'est ça. Mais donc, c'est comme 25 à 50 000 là. Entre les deux, il n'y a pas quelque chose. Puis, si ça inclut les FIR, moi, je suis comme un peu confuse parce que j'avais compris quand Judith avait présenté qu'on ne mettait pas les FIR dans le budget, mais oui, dans le fond, c'est ça? On les met. Oui, il faudrait les mettre. Ouais. OK, je comprends. Puis, notre budget total, 250 000, ça inclut les FIR. Donc, il faut qu'on les mette dans les projets qu'on va évaluer. OK, parfait. Puis là, tu sais, il y a eu comme au départ, là, j'ai compris qu'on disait qu'on pouvait aussi être créatif, mais après, il y a des besoins quand même assez spécifiques qui ont été proposés, qui ont été formulés. Est-ce que si, disons, on a une proposition qui est pas, tu sais, qui est dans la thématique générale, oui, mais peut-être pas dans les besoins spécifiques, oui, ça vaut la peine ou parce que là, ou sinon, on ne sera pas en adéquation puis on va perdre des points sur ce critère-là, puis finalement, on est peut-être mieux de... Oui. Ça, c'est sûr que ça porte à confusion. Puis là, vous avez peut-être vu Peter qui faisait un signe de joie. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce sujet-là avec le ministère. Je ne sais pas comment bien répondre politically correct, là. Dans le fond, c'est que le ministère, c'est sûr qu'ils ont des besoins super précis. Puis, ils connaissent ces besoins-là. Ils ont vraiment des besoins très précis. Nous, ce qu'on se dit aussi d'un autre côté, c'est que peut-être qu'il y a des idées qui viennent du monde de la recherche qui pourraient être utiles au ministère, mais que le ministère n'a pas nécessairement pensé encore. Fait qu'on essaie un peu de faire, pas un compromis entre les deux, mais tu sais, il faut respecter la thématique générale. Il faut penser au ministère, dans le sens où il faut penser est-ce que ce projet-là serait potentiellement quelque chose qu'on croit qui serait utile au ministère. Et puis, je veux dire, après, ça va être évalué là, par le comité. Mais c'est ça, nous, c'est un appel à projet, fait que c'est sûr qu'on aimerait qu'il y ait une latitude. Donc, oui, si vous avez un projet en tête, que vous êtes convaincu que ça pourrait être utile quand même au ministère, mais ce n'est pas énoncé tel quel dans les fiches, vous pouvez tout à fait le soumettre là, quand même. Puis c'est ça. On veut pas. On ne fait pas ici des projets dès le départ gré à gré. Il y a deux choses que je vais ajouter, si je peux. Les fiches ne sont pas complètes. Ce n'est pas que tous les besoins qui circulent à l'intérieur du ministère sont là, donc il y en a plein d'autres. On en a vu une soixantaine, je pense, si je regarde dans l'histoire. Puis en plus, on aimerait être surpris par vraiment des beaux projets qui peuvent répondre à des besoins qui existent au ministère ou dans le gouvernement et qu'on n'avait pas vu venir. C'est la créativité des chercheurs qui permet de faire peut-être des choses très efficaces en comblant plusieurs besoins ensemble, en mettre quelque chose au-dessus qui font que ça vaut la peine puis que le comité scientifique va dire ça, c'est vraiment un projet qu'il faut supporter, on va lui donner de l'argent qu'il a demandé pour le faire. Puis par rapport à ça, je vois qu'il y a une autre question là, dans le chat là, de Yves Grafto. Si le MELCC a des besoins super précis, mais qu'il n'y a pas d'offre de recherche sur ces sujets, y a-t-il un plan B au MELCC pour obtenir l'information nécessaire à la bonne gestion du territoire en dehors d'Osmose? En fait, le webinaire d'aujourd'hui est vraiment sur les appels à projets. Puis les appels à projets, c'est un des types de projets que Osmose fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un autre type de projet qui est vraiment sur un projet précis, une demande, en fait, d'une des directions là, du ministère. Puis eux disent, OK, on a ce besoin-là. Est-ce que Osmose peut nous aider à nous placer en relation avec des chercheurs qui pourraient répondre à ce besoin très précis et faire un contrat gré à gré? Fait que ça, c'est différent, mais c'est quelque chose que Osmose fait aussi. Et c'est un des plans B, si vous voulez. Ben, j'appellerais pas ça nécessairement un plan B, c'est juste différent.
Donc, c'est ça. Fait que les appels à projets, il y a un petit peu plus de latitude. Puis Osmose facilite aussi là, la création d'équipes pour réaliser des projets qui sont en lien avec des besoins super précis là, du ministère. Peut-être juste pour complémenter, Osmose, c'est un moyen parmi plusieurs que le ministère puisse réaliser ou répondre à ses besoins. Il y a d'autres sources de financement, des moyens que le ministère, les équipes utilisent pour se rendre en contact avec les chercheurs au Québec. Par le passé, on avait le plan d'action sur les changements climatiques. C'est la nouvelle avec le nouveau plan qui a remplacé le PAC. C'est aussi une source de financement pour financer la recherche au Québec spécifiquement à certains besoins. Donc, c'est chaque enveloppe cible les enjeux. C'est le plan d'électrification, c'est vraiment lié au changement climatique. Ici, c'est plus large au niveau des besoins. On a d'autres enveloppes ou de financement à l'interne pour justement réaliser, répondre à nos besoins. C'est pas pour si les projets sont pas, si les besoins ne sont pas répondus par Osmose, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est qu'il y a d'autres sources de financement pour les faire. Je vois d'autres questions aussi dans le chat. Une question, va-t-il y avoir des gens d'Osmose disponibles pour échanger de manière individuelle sur les idées de projet de potentiels demandeurs? Non, parce qu'on ne veut pas favoriser personne. C'est important pour nous, dans le fond, on veut favoriser tout le monde. On peut le voir à l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien poser des questions. On a montré tout à l'heure la slide où il y a les coordonnées, les adresses, tout ça. Mais nous, on veut répondre aux questions de façon publique. Donc, on va avoir une page là, sur notre site web et on va répondre aux questions là, de façon accessible à tout le monde. Et évidemment, on ne peut pas aider une équipe de chercheurs à écrire leur projet de recherche ou donner un avis ou quoi que ce soit comme ça. On peut répondre à des questions, on va répondre publiquement, on ne va pas répondre juste à une seule personne. Et puis, c'est ça, on ne peut pas fournir d'assistance comme ça parce que ce ne serait pas très juste, en fait. On a une autre question aussi. On dit « Nous ne connaissons pas la thématique qui sera lancée en septembre. » Non, mais c'est un excellent point. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Osmose est quand même encore en démarrage. On fait tout relativement rapidement. C'est vrai que septembre, la fin septembre, ça vient très vite. On va rendre la thématique, la prochaine thématique, on va la rendre disponible, là, c'est ça, le plus rapidement possible, mais ça risque vraiment d'être fin septembre que ça va être annoncé. Peter voulait rajouter quelque chose? Je voulais rajouter que on va aussi attendre ce qui arrive avec les projets qui arrivent, parce que peut-être il y a des choses qu'on trouve quand même importantes, qu'on dit, oui, on a un montant d'argent qu'on peut dépenser, mais on trouve encore qu'il y a plein de choses qui restent qu'on reste quand même dans la même thématique. Ça se peut, c'est quand même, on l'a pris parce qu'il y a une raison pour prendre cette thématique, parce qu'elle est très importante. Ça se peut qu'on reste dans la même, ça se peut qu'on le modifie un peu pour qu'on puisse répondre le plus possible aux besoins de recherche du ministère, mais on ne peut pas le définir maintenant parce que c'est un peu trop tôt. Mais ça va arriver rapidement, donc en septembre, on va certainement vous l'annoncer pour le deuxième appel. Oui. On demande, est-ce que la présentation d'aujourd'hui sera disponible? En fait, oui, la présentation est enregistrée, puis l'enregistrement va être disponible sur le site d'Osmose. Est-ce que les thématiques des autres appels à projets sont déjà déterminées? Je pense qu'on a répondu non. Ensuite, y aura-t-il une rétroaction du comité d'évaluation à la fin du premier appel à projet? Oui, je pense personnellement que c'est assez important, là, donc oui, on voudrait fournir une petite rétroaction à chacune des équipes là, qui aura pris la peine quand même d'écrire un projet puis d'avoir déposé ce projet-là. Là, donc, on va justifier la décision, expliquer pourquoi. Peter? Je pense qu'Audrey me fait remarquer qu'il y a peut-être une confusion sur la discussion qu'on a eue avant sur la thématique pour le prochain appel d'offres. Pour l'appel de projet maintenant, c'est clair que la thématique est définie. Donc, ce qu'on présente maintenant pour dépôt d'un projet fin septembre, c'est clair. Pour le nouvel appel à projet qui va sortir fin septembre, pour déposer en décembre, ça va être une autre thématique. Oui.
Oui, chaque appel à projet va avoir une thématique différente. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais revenir, là, les thématiques, mais a priori, c'est différent. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, on ne connaît pas encore la thématique, la prochaine. Il y a une main levée. Roxane Lavoie. Oui, bien, cette discussion-là là, me fait me questionner sur si on soumet un projet à ce premier appel, puis que finalement, ben là, il n'est pas retenu, mais on se rend compte que peut-être dans la deuxième thématique, il cadrait mieux, là, comme on ne sait pas encore c'est quoi. Est-ce qu'on va pouvoir le resoumettre avec des améliorations selon les commentaires qu'on va avoir reçus? Oui, il n'y a absolument rien qui vous empêcherait de faire ça. Ça peut sauver du temps, même si ça peut fonctionner. On veut avoir le meilleur projet possible. Donc, parce qu'ils sont tellement bons que le vôtre n'entre pas, on peut vous donner des retours parce qu'on va réviser le projet. Avec ces retours, vous pouvez bonifier votre projet. Puis, s'il cadre encore dans la thématique, vous jouez un peu sur le projet qui s'inscrit mieux dans le cas thématique, prenez vos chances, oui, clairement. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres personnes qui voulaient intervenir? Je veux seulement mentionner que je suis très content qu'on voit 60 personnes qui étaient dans le webinaire. Ça augure bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. J'espère qu'il y a des équipes qui sont déjà là, qui écoutent ensemble. Ce serait très bien de voir ça. Et il y a certainement des gens qui ne pouvaient pas venir ici. Donc, l'important, c'est qu'on va diffuser l'information sur le site web. Donc, la présentation, les fiches des projets, puis des besoins, puis les webinaires qui attendent enregistrés avec les questions et réponses. Tout ça va être disponible. Puis avec des questions qui vont venir sûrement après, on va les répondre. Je pense aussi, certaines réponses ont été données dans le chat. On va aussi mettre ça dans l'information qui sera disponible sur le site web. Oui. On peut peut-être. N'hésitez pas à nous contacter, hein, c'est important. On peut peut-être justement remettre encore la dernière slide avec pour les adresses et tout, là. Donc, pour pouvoir nous contacter facilement. Et puis, bon, je vais attendre qu'on se rende là. Voilà. Donc, vous avez tous les liens vers le site web, la page LinkedIn, le formulaire d'inscription pour les communications, puis surtout l'adresse générale d'Osmose à laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Comme je le disais, on veut que les réponses aux questions soient publiques, accessibles à tous. Donc, on va répondre là, via une page sur le site web qui va évoluer là, au fil du temps. Donc, si vous regardez pour le formulaire d'inscription, c'est vraiment pour nos courriels. On utilise MailChimp pour envoyer des courriels à tout le monde qui est inscrit avec ce formulaire d'inscription. Comme ça, on vous tient au courant de ce qui se passe. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pour l'instant, j'en vois pas, puis il n'y a pas l'air d'avoir de main levée. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste juste à vous remercier beaucoup, tout le monde, d'avoir participé. On était très contents d'avoir autant de personnes. Et puis, on espère avoir beaucoup de projets aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup.